Donc bonjour à tous, je me présente Fatma Hamemi de l'IACE. Nous sommes en fait très ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui pour débattre un sujet au cœur de l'actualité, celui de la pénurie des semi-conducteurs et son impact sur les entreprises tunisiennes. Je cède la parole à Monsieur Brahim qui sera le modérateur de ce webinaire. Micro. Votre micro, Monsieur Brahim. Donc merci Fatma, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent début d'après-midi. Je remercie également l'IACE pour le choix de ce thème qui est d'actualité, en tout cas en ce qui concerne notamment le secteur de l'automobile, mais pas uniquement le secteur de l'automobile. Je voudrais, avant de donner la parole aux intervenants experts et de les présenter bien sûr pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette crise, dire rapidement comment nous nous sommes trouvés rapidement en pleine gestion de cette crise et de ses conséquences. Tout a commencé il y a à peine une année. Le secteur de l'automobile subissait de plein fouet les conséquences de la crise Covid-19 avec des arrêts généralisés de la production et des perturbations au niveau des services de logistique de la supply chain de manière plus générale. Quand il y a eu un début de reprise, notamment au cours du 4e trimestre 2020, les constructeurs n'arrivaient plus à sortir des voitures de leurs usines. On nous expliquait que c'était à cause des semi-conducteurs, ou en anglais chips. C'est là où nous nous sommes rendus compte de l'importance et de l'utilité de ces semi-conducteurs pour notre économie. Ces micro-génies sont partout et contribuent partout au confort des hommes. Dans les différents secteurs, dans les smartphones, dans les jeux vidéo, dans les ordinateurs, dans les télévisions et bien sûr dans nos voitures. Elles sont essentielles pour les différents organes de véhicules. D'ailleurs, on verra parmi les présentations que cela touche vraiment plusieurs centaines, pour pas dire milliers de composants dans le véhicule. La question qu'on peut se poser, que s'est-il passé pour que le monde s'installe dans une pénurie aussi handicapante pour tous les secteurs d'activité que je viens de citer, mais notamment pour l'automobile. Que s'est-il passé? Comment explique-t-on cette pénurie? C'est ce que nos experts vont pouvoir, j'espère, nous apporter comme information et comme expertise. Donc maintenant, je vais les nommer. Nos intervenants seront donc Monsieur Mehdi Marjoub, qui est directeur général de Affaires Oudaï et Tunisie, Monsieur Rémi Bourgeot, économiste et chercheur à l'IRIS, Monsieur Ahmed Azebi, founder de Digitalize, Monsieur Kamel Zbez, directeur général du Centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie. Voilà, donc nous avons un panel varié d'experts qui sont dans le domaine de la recherche, dans le domaine du numérique, dans le domaine de la recherche, comme je le disais, et également dans le domaine de la distribution. Donc je pense que nous allons pouvoir, grâce à nos experts, avoir une vision globale de l'impact de cette crise sur le secteur de l'automobile. Donc voilà, pour commencer cet webinaire, nous allons vous présenter une vidéo qui va résumer en quelques minutes l'importance de ce sujet avec quelques chiffres clés. Donc voilà, je vous propose de visualiser cette vidéo. Merci. Consoles de jeux, smartphones, équipements électroménagers, ils ont tous un point commun, c'est ce qu'on appelle les semi-conducteurs, un composant électronique indispensable pour leur fonctionnement. Avec la multiplication de l'utilisation des produits high-tech dans notre vie quotidienne, le marché des semi-conducteurs s'est envolé au fil des années. Le chiffre d'affaires mondial des semi-conducteurs a atteint 464 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 10,8% par rapport à 2019. Et donc voici les principaux pays producteurs des semi-conducteurs. Le monde connaît actuellement une pénurie ayant provoqué un retard de fabrication de plusieurs produits et des usines à l'arrêt. Conséquence directe de la pandémie, la demande des semi-conducteurs a explosé. Par exemple, les ventes de semi-conducteurs utilisés dans les PC ont bondi de 17% par rapport à 2019.
Autrement dit, si les fonderies ont fonctionné à leur capacité maximale, elles ne parviennent toujours pas à répondre pleinement à la demande de puces. Ceci a entraîné une pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui s'est répercutée désormais sur différents secteurs allant de l'automobile à l'électroménager. Cette pénurie a paralysé plusieurs usines à travers le monde. Apple et Ford aux États-Unis, Renault et PSA en France, Sony au Japon, Huawei en Chine, Volkswagen en Allemagne ont tous suspendu temporairement certaines de leurs lignes de production. Mais avec plus de 1400 puces dans un véhicule de base, la pénurie touche particulièrement le secteur de l'automobile. Cette pénurie coûtera aux constructeurs automobiles 110 milliards de dollars cette année. La crise affectera la production de 3,9 millions de véhicules, soit 1,7 million de véhicules de plus par rapport aux 2,2 prévus il y a 5 mois. Cela représente environ 4,6% des 84,6 millions de véhicules qui doivent être fabriqués en 2021. D'où la priorité absolue pour les entreprises à l'heure actuelle est de développer des stratégies afin d'atténuer les effets de cette perturbation. Avec des chiffres assez conséquents. Peut-être une particularité, on a vu que finalement ça touchait beaucoup de secteurs, que ça soit dans le domaine des nanotechnologies, de la microélectronique, de la téléphonie de manière plus générale, de tout ce qui concerne le numérique. Et donc en finale, effectivement, l'importance de ces semi-conducteurs pour le secteur de l'automobile, puisque maintenant, grâce à tous ces équipements, notamment d'informatique embarqués, effectivement, nous avons de plus en plus de semi-conducteurs dans les véhicules pour les différentes fonctions, que ce soit les fonctions de sécurité, de confort, de tout ce qui est effectivement autour de le infotainment dans les voitures. Donc voilà, pour commencer, je pense qu'il était important effectivement d'aborder dans le cadre de cet événement qu'organise sur différents sujets l'IACE sous ce format de 90 minutes. Donc la thématique des semi-conducteurs est importante puisqu'elle touche notamment un secteur vital dans l'économie tunisienne qui est le secteur de l'automobile, que ce soit au niveau industriel ou au niveau de la distribution. Donc pour démarrer ce webinaire, donc la première thématique que je vous propose autour de laquelle nous allons démarrer cette webinaire, c'est la pénurie mondiale des composants électroniques. Pourquoi y a-t-il une crise des semi-conducteurs ? Donc, en matière de déroulement, donc chacun des intervenants aura 5 minutes pour évoquer cette première problématique. Et puis, par la suite, on aura quelques minutes de débat et de questions, bien sûr, des participants. Nous vous invitons à soit intervenir à travers, la messagerie, soit on vous donnera la possibilité de prendre la parole pour éventuellement poser vos questions. Sachant qu'il y aura derrière, juste pour qu'on puisse, en termes d'organisation de la webinaire, préciser qu'il y aura 2 thématiques par la suite. La deuxième sera les conséquences de cette pénurie sur le prix de certains composants et de matières premières, ainsi que sur la compétitivité des entreprises. Et puis la troisième thématique, sur laquelle on terminera ce webinaire, c'est de proposer des recommandations pour surmonter cette pénurie des semi-conducteurs. Donc voilà, nous commençons par la première thématique, pénurie mondiale des composants électroniques. Pourquoi y a-t-il une crise de semi-conducteurs? Et je donne des chercheurs à l'IRIS, et je vous laisse bien sûr la possibilité de vous présenter, Monsieur Bourgeot, auprès de nos participants. À vous la parole. Merci. Donc, je m'appelle Rémi Bourgeot, je suis économiste, chercheur à l'IRIS, qui est donc un institut de géopolitique. J'ai par ailleurs un passé d'ingénieur, une formation d'ingénieur aérospatial. Je m'intéresse aux grandes questions industrielles et de mondialisation, et ces derniers temps en particulier à ce problème très important de la pénurie des semi-conducteurs dans le monde et ses répercussions, notamment pour l'industrie européenne. Et je pense qu'il y
a justement beaucoup de points communs pour l'industrie tunisienne, du fait évidemment aussi des liens très proches entre l'industrie tunisienne et européenne et française en particulier. Évidemment, je pense à l'industrie automobile qui a déjà été citée à de nombreuses reprises dans la vidéo et en introduction. Effectivement, bon, c'est l'industrie automobile que nous avons tous à l'esprit du fait de la spécialisation de nos industries nationales. Je pense pour autant qu'il est intéressant évidemment d'avoir aussi une perspective plus globale d'un point de vue géographique, aussi plus générale sur les technologies en question, sur les différents niveaux de sophistication des semi-conducteurs, des processeurs en particulier. Ce qui s'est vraiment passé ces dernières années, en fait ces dernières décennies, c'est vraiment une avancée très forte de l'Asie. Alors évidemment, quand on parle de déséquilibre dans la mondialisation, on pense au développement de la Chine. Alors la Chine essaye de se développer très rapidement dans le secteur, mais elle a énormément de difficultés en réalité. Elle investit des montants qui sont inégalés, qui sont absolument faramineux. Pour autant, c'est vraiment le Taïwan et la Corée qui ont une avance vraiment sur les technologies de pointe. Et on a eu tendance, je pense, en général, aux États-Unis et encore plus en Europe, à oublier à quel point la question de la production est essentielle. Donc, aux États-Unis, il y a une tendance, évidemment, il y a de grandes entreprises à la fois qui sont sur la conception et la production de semi-conducteurs. C'est évidemment le cas d'Intel. Mais même pour Intel, il y a eu une tendance ces dernières années à aller moins vite dans l'innovation sur la production et à se focaliser un peu plus sur la conception. Pour d'autres géants technologiques comme Apple, là, la production ne faisait même pas partie de l'équation, enfin pas en tout cas en interne, et on a eu cette tendance à voir ces géants émerger au cours des décennies sans prendre à cœur la question de la production en la déléguant, et c'est là que Taïwan en particulier, et la Corée évidemment aussi, sont devenus des géants avec en fait deux entreprises qui sont TSMC à Taïwan, c'est une entreprise qui n'est même pas vraiment connue du grand public, et évidemment Samsung en Corée. Donc il n'y a pas vraiment un décalage énorme entre les États-Unis et ces deux pays sur le plan technologique, mais quand même une avancée tout à fait notable sur les dernières technologies, les standards en particulier 5 nanomètres, aussi 7 nanomètres. Donc quand on parle d'échelle des semi-conducteurs, mais c'est plus une nomenclature aujourd'hui que vraiment une question de caractéristiques spécifiques. Les États-Unis essayent plutôt à l'heure actuelle de s'installer sur le 7 nanomètres, donc c'est le cas d'Intel, et comme je le disais, la Chine est en retard, mais investit des montants complètement inimaginables pour la plupart des économies dans le monde. Alors l'Europe, dans cette équation mondiale, a de forts atouts du fait notamment de sa spécialisation sur l'industrie automobile, mais si on parle de course technologique, de course à la miniaturisation en particulier, on n'est pas du tout en Europe sur les mêmes standards que ce qui se fait à Taïwan, en Corée et aux États-Unis. Donc on est sur des échelles en général beaucoup plus grandes, mais avec ce qui est intéressant, des applications industrielles très spécifiques et très poussées aussi. Alors il faut évidemment avoir à l'esprit que les questions de miniaturisation ne sont pas du tout du même ordre, de la même importance en tout cas pour l'automobile et non pour l'industrie des ordinateurs, pour la micro et pour l'électronique de grands consommateurs. De la même façon, la question de la consommation aussi, la taille a directement un impact très important sur la consommation électrique de ces composants, et ça n'est pas une partie encore totalement essentielle évidemment pour l'automobile aujourd'hui, en comparaison évidemment d'autres aspects de consommation énergétique. Alors ça a amené beaucoup de commentateurs en Europe à plutôt minimiser
l'importance de cette course technologique. Aujourd'hui, du fait des grandes manœuvres mondiales, aussi d'une certaine prise de conscience aux États-Unis visant à essayer d'attirer une plus grande partie de la production en incitant notamment TSMC et Samsung à ouvrir de nouveaux sites aux États-Unis. On voit une prise de conscience en Europe et on a eu ces derniers mois cette annonce, je pense, importante de Thierry Breton, le commissaire européen, d'un plan de 145 milliards d'euros à l'horizon 2030 pour remettre l'industrie européenne des semi-conducteurs dans la course. Donc évidemment, dans cette pénurie, il y a des effets tout à fait conjoncturel. Cette explosion de la demande liée à l'électronique, disons, grand public ou professionnel de bureau, et les industriels de l'automobile qui ont eu tendance à abaisser fortement leurs prévisions avec la dépression de l'an passé et du coup leurs commandes. Mais au-delà de ça, c'est effectivement très important. Au-delà de ça, on a vraiment ces déséquilibres mondiaux et les différentes puissances qui essayent de se repositionner, et l'Europe qui a pris beaucoup de retard, qui pèse 10% du marché des semi-conducteurs aujourd'hui, mais sur des technologies qui ne sont pas de pointe. Et d'ailleurs, ce plan a été reçu avec une certaine tiédeur par un certain nombre d'industriels européens, donc notamment par ST Microelectronics. Je pense nos intervenants pourront nous en dire plus aussi sur ce sujet, avec un peu plus d'intérêt en Allemagne par Infineon, mais pas beaucoup plus, et paradoxalement des signaux plus positifs de la part d'Intel parce qu'il était indiqué de façon assez évidente par la Commission qu'il y avait un fort intérêt pour des partenariats avec des entreprises américaines, notamment sur ce qui concerne la montée en gamme, enfin en tout cas pour ce qui consiste à aller beaucoup plus loin dans la miniaturisation, avec cet objectif qui peut paraître décalé évidemment aujourd'hui en parlant de standard 3 nanomètres, mais en tout cas l'idée vraiment de remettre l'Europe dans la course technologique. Et évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est l'industrie des semi-conducteurs européenne est aujourd'hui bien positionnée dans sa spécificité industrielle, dans sa spécialisation notamment sur l'automobile, mais quand on voit l'ampleur des efforts monumentaux qui sont déployés partout dans le monde pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, effectivement, on peut craindre que les entreprises européennes, même avec ces spécialisations-là, ne soient pas protégées, même dans leur niche. Finalement, c'est des niches très larges, parce qu'on parle de l'industrie automobile notamment, mais moi, j'ai tendance à penser que ce bond technologique est nécessaire parce que cette spécialisation ne représente pas une protection à long terme. Voilà, je vous remercie. Microphone. Ouais. Monsieur Brahim, on ne vous a pas entendu. Excusez-moi, donc je disais effectivement, je remercie M. Bourgeot et je souhaitais passer la parole à M. Kamel Bespès, directeur général du Centre de recherche microélectroniques et nanotechnologie. Donc à vous la parole, Si Kamel. Merci. Merci beaucoup, merci pour l'IACE pour cette invitation. En fait, je suis professeur en microélectronique et électronique depuis 30 ans et je dirige actuellement un centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie. Alors pour comprendre un peu cette pénurie, il faut aussi peut-être décomposer la fabrication d'un semi-conducteur ou d'un circuit électronique qui arrive vers celui qui va monter les automobiles ou bien qui va monter les téléphones portables ou autres. En fait, il y a plusieurs métiers dans le domaine de la microélectronique et le domaine des semi-conducteurs. Tout d'abord, la fabrication ou la production de la matière première qui va donner le silicium, les wafers de silicium. Actuellement, on travaille sur des wafers de 20 pouces, je crois, et ces wafers-là donc sont normalisés selon les différentes applications. Alors, entre autres aussi, on peut trouver parmi ces matériaux le silicium et les composés 3,5. Aujourd'hui, on parle aussi de semi-conducteurs polymères, qui va peut-être aussi ouvrir une brèche dans cette production-là, puisque ça va être beaucoup moins cher que le silicium et les composés 3,5.
Alors, pour passer du matériau brut, du wafer silicium au composant, il faut à peu près 200 opérations technologiques et 4 mois pour avoir le produit final. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui va se faire très rapidement. Ça, c'est d'un point de vue technologique. Sur le plan aussi de fabrication de circuits, il y a le circuit, mais il y a aussi le boîtier. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui se font sur les boîtiers, en particulier les boîtiers 3D. Également, il y a des travaux qui se font pour avoir des écrans de plus en plus performants, mais qui soient beaucoup plus solides. Et là aussi, c'est les semi-conducteurs qui interviennent. Alors, l'appel, évidemment, vient de la situation actuelle, mais aussi à une spéculation sur l'avenir, parce qu'on parle de transformation digitale, de transformation énergétique, et ces deux transformations-là vont être des grands consommateurs de capteurs et de circuits électroniques. Également, il y a l'arrivée de la 5G, qui est un domaine où il y aura beaucoup de dispositifs électroniques, de la communication et de la connectivité. Donc, ça va être aussi très consommateur de circuits électroniques. Pour revenir alors à l'aspect aussi géopolitique, il ne faut pas oublier que l'Europe avant produisait 40%. Donc, on trouve deux types en fait, d'entreprises dans la microélectronique. Comme l'a souligné M. Rémy, il y a ceux qui ont toute la chaîne de fabrication, c'est-à-dire la chaîne verticale, du matériau jusqu'à l'application. Il y a ceux qui travaillent uniquement sur les applications. Donc, il y a ceux qui ont la chaîne verticale, évidemment Intel, Texas Instruments, en Europe il y a ST, mais il y a TSMC en Taïwan, Toshiba au Japon. Donc, ce sont les grandes firmes qui ont toute la chaîne de production et la concurrence. On a été coupé. Si Kamel. On a perdu Si Kamel. Donc je propose, si on ne le retrouve pas, de passer la parole à notre intervenant. Bon, je pense que je vais passer la parole peut-être à Si Ahmed Azabi et puis on redonnera s'il le faut la parole à Si Kamel quand il reviendra. Donc je propose la parole à Si Ahmed Azabi. Bon début d'après-midi tout le monde et je remercie donc l'IACE pour cette opportunité et cette invitation et surtout pour ce sujet d'actualité qui est vraiment très très important. Donc, permettez-moi de partager avec vous quelques slides. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran donc les slides. C'est parfait. Voilà. Donc, juste pour commencer avec un tout petit peu d'histoire, donc c'est que nous avons déjà eu une pénurie de semi-conducteurs il y a 10 ans. Donc, comme vous voyez dans cet article de The Guardian, et voilà, nous n'avons donc peut-être pas appris grand-chose de cette pénurie. Donc, c'était après la crise de 2008 que les industries, les fonderies et voilà, les industries qui font les semi-conducteurs ont hésité à faire de nouvelles usines et de nouvelles fonderies pour la fabrication. Parce qu'il y a eu une chute énorme de la demande à cette période-là. Donc, voilà, de là, nous aurons dû apprendre au moins que lorsqu'il y a une crise qui arrive, voilà, comment la gérer et comment faire peut-être des stocks ou prévoir à l'avance les commandes que nous devons donc faire. Dans cette industrie, il y a quelques acteurs principaux. Donc, comme vous avez déjà cité TSMC, nous avons aussi Samsung, UMC. Il y en a vraiment beaucoup si nous jetons un coup d'œil. Mais si Ahmed, votre présentation n'avance pas, excusez-moi. Après, on ne voit pas les slides suivants. Excusez-moi. Hein. Voilà. Là, ça avance. Allez-y, vous pouvez avancer. D'accord. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc les acteurs principaux, comme je viens de dire, nous avons TSMC, UMC, Samsung, Intel, voilà, il y en a plusieurs, mais ceux qui font vraiment les puces les plus avancées sont TSMC.
qui sont les seuls à faire la gravure à 5 nanomètres. Et donc, en 2022, ils vont se lancer dans la gravure à 3 nanomètres. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres et ces nanomètres? Donc, plus la gravure est petite, plus la puce est performante et moins elle consomme d'énergie. Et donc, c'est cela que les constructeurs cherchent et c'est ces puces-là qu'ils veulent. Déjà, pour consommer moins, pour que les batteries durent plus sur les objets comme les smartphones ou pour consommer moins sur d'autres objets que nous utilisons au quotidien. Et pour leur performance et surtout pour l'expérience utilisateur après soit très fluide et très intéressante. Donc nous pouvons dire que TSMC, c'est vraiment un monopole mondial de la fabrication des puces qui sont très performantes. Nous avons aussi un autre acteur qui n'est pas connu du tout et que je trouve que personne ne parle de ce constructeur-là. C'est celui qui fait les machines photolithographiques. C'est ces machines-là qui sont essentielles pour fabriquer les puces. Ce constructeur, il est néerlandais, c'est ASML. Et leur capacité de production, elle est très, très, très limitée. Nous parlons de 50 machines par an. Et c'est des machines qui pèsent dans les 180 tonnes et ils sont très onéreuses. Nous parlons de 200 millions d'euros par machine. C'est eux qui fournissent TSMC et les autres avec ces machines-là pour faire donc leur gravure. ASML s'est trouvé vraiment maintenant à vendre ces machines-là au plus offrant, tellement la demande a explosé et tellement il y en a des constructeurs qui veulent lancer de nouvelles usines pour répondre à la demande mondiale. Et voilà, ils n'arrivent pas à fournir tout le monde. Et voilà. Et comme j'ai dit, c'est vraiment un monopole mondial. Il y a aussi Nikon et Canon qui font ces machines-là, mais ils ne font pas de l'ultraviolet extrême qui fait les puces à 5 nanomètres et moins prochainement. Donc, les causes de la pénurie les plus connues sont le Covid-19, qui a fait que plusieurs fonderies sont arrêtées. TSMC, par exemple, fonctionne en 3 shifts de 8 heures. Ils se sont trouvés à travailler avec un seul shift de 8 heures. Il y a aussi une sécheresse à Taïwan actuellement. Et sachant que TSMC utilise quotidiennement 156 000 tonnes d'eau pour refroidir les machines, avec cette sécheresse-là, ils se sont trouvés obligés de se faire livrer de l'eau à leurs usines pour pouvoir refroidir les machines. Et du coup, la production a baissé pour ne pas faire de la surchauffe. La troisième cause, comme vous avez parlé tout à l'heure, comme il a été mentionné, c'est une augmentation carabinée de la demande. Les ordinateurs, les cartes graphiques, les consoles de jeux, tout ce qui est produit pour les loisirs a explosé pendant le confinement. Donc tout le monde a acheté des téléviseurs, des consoles de jeux. Il y a même eu du retard sur la livraison des iPhones, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Les consoles, les PlayStation 5 par exemple, maintenant sont impossibles à trouver. Voilà. Et il y a aussi la 5G. Donc c'est vrai que maintenant les téléphones sont équipés de puces 5G, mais il ne faut pas oublier les pylônes aussi et toute l'infrastructure qui va consommer énormément de puces électroniques. Alors, pourquoi le secteur automobile est touché? Le secteur automobile, il est touché déjà parce que les voitures actuelles de nouvelle génération, ils utilisent énormément de puces électroniques, de semi-conducteurs. On parle de 1000 à 1400 puces par voiture. Ils sont divisés en 3 parties. Il y a ceux qui contrôlent l'émission, ceux pour la sécurité et les puces pour le confort. Actuellement, ils n'arrivent plus à se faire livrer, ils n'arrivent pas à avoir ces puces électroniques. On parle même que Peugeot va revenir au compteur à aiguille, tellement il n'y a plus de puces électroniques. Et ça a été causé surtout par la baisse de la demande en début de l'année 2020.
mais ça a repris d'un coup le 4e trimestre. Et du coup, là, ils ont commencé à fabriquer les voitures et après, ils ne trouvent plus de puces électroniques. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une stabilité de la demande avant pour les véhicules et ils utilisaient ce qu'on appelle le juste à temps. Donc, ils passent les commandes en avance parce que les puces, pour les fabriquer, il faut entre 3 et 5 mois. Donc, ils passent les commandes en avance, en prévision de ce qu'ils vont construire, et ils le reçoivent vraiment juste au moment où ils vont construire la voiture. Avec cette crise de Covid, donc, ils ont trouvé que toute cette organisation s'est effondrée, et des usines comme Ford et comme Honda aux États-Unis ont dû fermer parce qu'ils ne pouvaient plus construire de voitures. Merci, Sidar, je suis obligé de vous couper. Je m'excuse pour passer la parole à tout le monde. Après, vous aurez de nouveau l'occasion de compléter. Donc, justement, vous avez bien implanté le décor et les conséquences sur la disponibilité de voitures chez certains constructeurs. Donc, peut-être pour justement appuyer ce point-là, je vais donner la parole à Monsieur Mehdi Marjoub, qui est un acteur majeur du marché de l'automobile en Tunisie. Et donc, il va nous donner peut-être son aperçu du côté de l'importateur et distributeur. À vous la parole, si Mehdi. Merci, Frédéric. Merci à tous. Merci de nous donner cette opportunité de partager des informations. Mais malheureusement, quand on parle presse en dernier, on n'a plus rien à dire. Mais je vais essayer de résumer ce qui a été dit. Donc, la pénurie, donc c'est une résultante de plusieurs facteurs, en fait, qui se sont aggravés en même temps. Donc, premièrement, il y a une usine au Japon qui a donc un producteur de semi-conducteurs qui a pris feu. Donc il y a un monstre, donc une usine qui a quasiment disparu. Donc un fournisseur. Deuxièmement, comme a dit Sidar, il y a la Chesset au Taïwan qui a fait que la capacité, le plus grand constructeur ou fabricant de semi-conducteurs, donc il est tourné au ralenti. Troisièmement, il y a cette explosion de demandes de matériel informatique et électronique dans tous les domaines. Imaginez 10 ans en arrière, on n'avait pas cette demande-là en termes d'automatisation à tous les niveaux, comme on a dit aussi la 4G, la 5G. Donc la demande et la consommation est accrue. Et vient donc la pandémie arrêter plusieurs productions et redistribuer les cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'année dernière, l'industrie automobile elle a connu quasiment un arrêt pendant 3-4 mois vu la crise. Et donc, ces fabricants de semi-conducteurs, ils ont donné la priorité aux fabricants de smartphones, d'ordinateurs, de télévisions, parce que les gens ont demandé pour rester chez eux. Donc, ça a un double effet, cette pandémie-là, ou alors un triple. Premièrement, la chute des cadences des fabrications. Deuxièmement, il y a plus de demandes pour rester chez soi, pour avoir, rappelez-vous, même en Tunisie, on a eu énormément de ventes de flybox, d'ordinateurs portables, parce qu'on devait être chez soi pour faire le télétravail. Et donc, il y a eu cette chute-là de demande de voitures, et donc les fabricants de semi-conducteurs se sont concentrés sur la nouvelle demande. Et quand l'industrie automobile a voulu reprendre justement l'activité normale après la pandémie, ou bien après les arrêts, ils se sont trouvés, les carnets de commandes étaient déjà remplis chez les fabricants. Donc la conjugaison de tous ces événements-là a fait qu'aujourd'hui,
Aussi, nos voitures qui deviennent de plus en plus équipées d'équipements de confort ou de sécurité. Par exemple, là, on parle de voitures électriques. Donc, la voiture électrique, elle consomme 6 fois plus de semi-conducteurs qu'une voiture thermique. Donc, et comme vous savez très bien, il y a beaucoup de demandes aujourd'hui dans le monde entier d'aller vers la voiture électrique, et ce qui fait que la voiture devient de plus en plus consommatrice de composants électroniques. Et voilà, aujourd'hui, il y a même des normes dans des pays qui exigent quelques éléments de sécurité. Bon, je ne veux pas ni citer les marques, ni citer les options, mais surtout en Europe, il y a des normes. Si vous n'avez pas cet équipement, vous ne pouvez pas commercialiser ce véhicule, et donc les usines ont été obligées de fermer les lignes de production parce que justement ces semi-conducteurs-là étaient en manque et ils ne pouvaient pas être conformes à la norme du pays auquel ils voulaient vendre ces voitures-là. Et donc réellement c'est une situation inquiétante. La demande, comme vous le dites, d'aller vers la 5G aussi, ça va encore consommer des semi-conducteurs. On va parler après des solutions, mais aujourd'hui c'est un vrai problème qui est une résultance, comme je dis, de plusieurs facteurs qui sont arrivés en même temps. Donc la grande demande, l'usine au Japon qui a brûlé, la sécheresse à Taïwan, et la pandémie qui a fait qu'il y a plusieurs usines ont été arrêtées, et aussi les commandes qui ont été arrêtées pour l'automobile pendant les 3-4 mois ont fait que les fabricants de semi-conducteurs se sont tournés vers d'autres clients. En fait, ce sont les téléphones, les ordinateurs et les télés. Voilà. Merci Simé. Je vais peut-être, avant de donner la parole aux participants ou éventuellement répondre à des questions, redonner au moins pour 1 minute la parole à Monsieur Kamel Bespès qui a été coupé tout à l'heure. Fadal Si Kamel. Oui, je suis désolé, j'ai été coupé au fait. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire, mais ce qui est important à souligner, c'est que l'Europe et les États-Unis avaient une grande souveraineté sur la fabrication des circuits électroniques, et actuellement l'Europe il y a uniquement 9% ils sont passés de 40% à 9% du taux de fabrication de cette structure verticale. Il y a un grand effort actuellement qui se fait pour rapatrier ou bien développer de nouvelles usines, mettre en place des nouvelles usines en Europe et aux États-Unis pour la microélectronique. Hier, le président Macron a reçu le PDG d'Intel pour discuter de l'installation de nouvelles usines en Europe. Et vous voyez que sur le plan géopolitique, c'est important que certains pays soient bien positionnés pour relancer cette industrie. Merci, Sibrahim. Très bien. Donc, est-ce que nous avons eu des questions de certains participants, ou est-ce qu'on peut ouvrir le débat? Si vous avez des questions, on vous donne la parole sur cette première thématique du moins. Non, on n'a pas de questions, pas encore. Très bien. Donc, alors à ce moment-là, on va enchaîner. Bon, effectivement, donc on a compris que cette crise qui a été bien sûr provoquée par la pandémie et par ce que ça a provoqué au niveau du déséquilibre entre l'offre et la demande, ces perturbations qui ont concerné également plusieurs secteurs d'activité. On a vu que finalement, plusieurs questions rentrent en considération. C'est des questions géopolitiques, des questions de climat, puisqu'effectivement on a vu que même le changement climatique pouvait avoir des incidences graves sur un tel secteur, et en tous les cas est une raison majeure de cette crise. Et le dernier point qui est très important, on a compris, c'est des questions géopolitiques et effectivement de choix stratégiques qui auraient été faits depuis les années 70, pour certaines, avec ce déséquilibre géographique et donc bien sûr forcément des conséquences de cette dépendance, on va dire, de l'Asie en majeure partie. Donc la deuxième thématique, je propose que nous débattons autour des conséquences justement de cette pénurie sur les prix de certains composants, sur le prix des matières premières,
ainsi que bien sûr sur le niveau de compétitivité des entreprises et je dirais, puisque nous avons parmi nous un distributeur également sur le prix des pièces de rechange, des voitures, des composants donc qui constituent les voitures également. Donc voilà, je propose de donner la parole à Si Kamel Besbes pour justement commencer cette deuxième thématique. S'il vous plaît, Si Kamel, à vous la parole. Alors, les conséquences de cette pénurie, on peut les classer sous deux aspects. Il y a le premier aspect, c'est au niveau des nouveaux circuits, des nouvelles innovations qui seront liées à la 5G, à la transformation digitale, à la transformation énergétique, tout ce qu'on appelle Smart City, IoT, etc. Donc là, c'est un aspect de développement futur assez important qui va permettre une progression de l'économie mondiale. Et là, beaucoup d'entreprises sont en train d'investir là-dessus. Et justement, il y a des entreprises qui sont dans le domaine de l'informatique, c'est-à-dire non pas dans le hardware, mais plutôt dans le software, qui ont beaucoup investi là-dessus. Et une chute de la production du hardware peut être de mauvaises conséquences là-dessus. L'autre aspect, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des productions classiques qui se font et qui ont une pénurie de dispositifs. Alors, d'après la dernière interview du PDG d'Intel, il estime dans 2 ans la reprise totale de la production dont le monde en a besoin et avec un investissement de 100 milliards de dollars. Et donc, des décideurs, si vous voulez, sont en train de préparer le redéploiement de nouvelles usines et de nouvelles productions. Aussi, la conséquence de cette pénurie, c'est qu'il y a aussi des opportunités. Peut-être, Sibrahim, on laissera la troisième partie pour parler des opportunités par rapport à la Tunisie ou bien par rapport à des pays en voie de développement. Quels sont les nouveaux métiers? Est-ce qu'on doit revenir vers les ingénieurs, de la formation d'ingénieurs en microélectronique et nanotechnologie, puisque les deux disciplines maintenant sont associées, ou bien est-ce qu'on va toujours travailler sur les utilisateurs et l'aspect informatique uniquement? Voilà, je vous cède la parole. Merci, Si Kamel. Donc, je redonne la parole à Monsieur Rémi Bourgeot, donc sur cet aspect des conséquences de cette pénurie. Il y a les conséquences effectivement sur le prix des composants, la disponibilité, et je pense que effectivement ce que mentionnait l'intervenant qui m'a précédé est extrêmement important sur le plan des compétences. Quand je parle de l'Europe, je me permets d'inclure les économies qui en sont très proches, comme l'économie tunisienne. Effectivement, on rappelait aussi que l'Europe pesait 40% du marché des semi-conducteurs autour de 1990, et il y a eu une sorte de laisser-aller et une idée selon laquelle on pouvait simplement se concentrer sur certaines compétences, certains secteurs, mais aussi vraiment certaines compétences. Et là, cette idée est un peu dépassée aujourd'hui, à l'échelle mondiale. Alors cette tendance n'a pas été vraiment forte dans les pays qui sont justement aujourd'hui les plus avancés dans les semi-conducteurs, donc à Taïwan et en Corée en particulier. Et je pense que ce plan humain éducatif est extrêmement important. À Taïwan, ça a été extrêmement, c'était vraiment au centre des préoccupations politiques notamment. Donc, il faut aussi rappeler que c'est une industrie qui est extrêmement subventionnée dans de nombreux pays, et je pense qu'on peut dire à l'échelle mondiale. Simplement, les autres intervenants sont, je pense, plus au fait sur vraiment le coût des usines, mais il faut rappeler pour les auditeurs qu'on parle pour des usines de pointe de 20 milliards de dollars, par exemple, au bas mot, pour les standards les plus avancés, sans
parler effectivement plus de l'échelle de temps dans le développement, ne serait-ce que dans la production, mais encore plus pour la construction des usines, avec des constructeurs en amont des machines de production qui sont encore plus réduits en nombre et spécialisés. Donc il y a vraiment cette question à la fois des compétences et du soutien public. Donc ce n'est pas une question d'orientation politico-idéologique, puisque vraiment là c'est un fait, ce soutien des États et qui prend des tournures très différentes. Donc évidemment en Chine on voit ces énormes plans étatiques qui sont décidés par le parti. Évidemment c'est plus compliqué derrière parce qu'il y a toutes sortes d'expertises. Aux États-Unis on peut avoir l'impression que c'est moins étatique. Bon, évidemment ça laisse une organisation différente, mais on voit une organisation en fait très complexe entre les géants du numérique, les universités et les agences gouvernementales. Donc ça prend évidemment une forme différente de ce qu'on voit en Chine, en Asie par ailleurs, dans des systèmes autres comme le Taïwan et la Corée. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un système intégré et qui prend la forme d'un soutien quand même de l'État extrêmement fort. Donc, bon, pour l'Europe, c'est vraiment un enjeu et une difficulté majeure. Donc, quand le plan européen a été annoncé plus au début de l'année, une partie du scepticisme justement était liée à la question de savoir si on se lance dans la production, dans une production très avancée sur le plan de la miniaturisation, qui est-ce que ça va vraiment intéresser à partir du moment où on n'a pas aujourd'hui les concepteurs en Europe pour des semi-conducteurs très avancés. Ensuite, on voit par exemple des investissements de géants américains. Récemment, l'annonce d'Apple d'un investissement d'1 milliard, je crois, à Munich pour la communication, en particulier pour la 5G. Mais c'est vrai qu'il y a une partie un peu hasardeuse à se lancer simplement dans la conception, dans la production, sans savoir quel débouché on peut vraiment obtenir. Donc ça nécessite forcément d'avoir une approche intégrée en pensant à toute la chaîne en réalité et de développer autant la conception que la production et quelque part simultanément. Donc si on se fixe comme objectif d'avoir les usines les plus avancées, selon les standards les plus avancés d'ici ne serait-ce que 2030, c'est déjà un objectif très ambitieux, mais en fait l'objectif qui va avec, c'est l'objectif d'avoir toute une chaîne intégrée, c'est encore plus ambitieux et ça repose à la fois sur un soutien public et aussi sur les compétences et le poids des compétences aussi dans les entreprises. Bon, je parlais dans mon premier commentaire tout à l'heure de cette espèce de prise de conscience, notamment aux États-Unis, de réintégrer la production à la conception. Bon, Intel l'a toujours fait, mais on voyait une tendance avec le PDG précédent à quand même aller marginalement au moins vers une plus grande délégation de la production. Aujourd'hui, avec le patron actuel d'Intel, Pat Gelsinger, là on revient complètement vraiment en plein dans l'idée de l'intégration de la production et de la conception. Donc, quand on part avec un retard accumulé du fait d'orientation économique et d'erreurs multiples depuis 30 ans, c'est encore plus difficile, mais c'est ça vraiment l'objectif à se fixer si on veut sérieusement raviver, restructurer notre secteur des semi-conducteurs. Merci, Monsieur Bourgeot. Là, je donne la parole à Monsieur Mehdi Marjou, peut-être justement pour nous donner un peu les conséquences de cette pénurie et surtout sur l'augmentation du coût de production également, sur justement nous éveiller, enfin là-dessus, nous donner des éléments. Les impacts sont désastreux sur le secteur automobile. Les planifications de production
on peut plus les suivre, on ne sait plus quel modèle le constructeur peut nous fournir, quel délai, comment répondre aux clients. Déjà ça devient une gestion à part. On n'a plus aucune visibilité sur quelques modèles, quand est-ce qu'on pourra les avoir ou à quel prix on va les avoir. Aujourd'hui, les constructeurs parlent d'augmentation de prix, on ne sait pas encore parce qu'il y a plusieurs modèles qui n'ont pas repris. Je parle de plusieurs marques, donc il n'y a aucune visibilité et au lieu justement d'avoir des remises au gain des prix spéciaux, surtout après Covid, pour relancer. Aujourd'hui, on parle d'augmentation de prix à cause justement de cette pénurie-là, parce que en temps de pénurie, quand la demande elle dépasse l'offre, c'est normal que les fabricants augmentent les prix. J'ai une petite étude sous les yeux. L'impact directement sur les fabricants, donc la rupture de la chaîne d'approvisionnement, une rupture. Donc 83% des constructeurs automobiles ont eu une rupture. C'est énorme. 83% ont eu une rupture. Un arrêt de la chaîne de production, 58%. Donc 58% des usines ont eu des arrêts. Bon, et les arrêts peuvent être d'une semaine, elles peuvent être d'une 2 semaines, mais ils ont eu un arrêt de production. 54%, l'activité en baisse. 54% des constructeurs automobiles, leur activité est en baisse. Annulation ou report de commandes de la part des clients, 38%. Mise en chômage partiel des salariés, 29%. Fermeture temporaire des sites de production, 13%. Il y a 8% des constructeurs qui n'ont pas eu d'impact. Donc, c'est 83-8, voilà. Et donc, et ça, c'est pendant une année. Ça veut dire que c'est concentré sur une année. Et donc, l'impact est vraiment néfaste sur l'industrie automobile. Aujourd'hui, peut-être on ne le sent pas parce qu'on est en train de recevoir les commandes les mois de janvier, mois de février, mais là, les mois à venir, vous allez voir, il va y avoir un manque considérable de voitures dans nos marchés et dans le marché dans le monde. Et en plus, je pense que les constructeurs vont favoriser donc les gros volumes, les grands pays, là où ils ne veulent pas perdre leur position, donc y compris leur marché local. Si on parle de l'Europe, le marché européen. Si on parle de la Chine, c'est le marché chinois. Donc honnêtement, l'impact, on le sent pas encore comme il faut. On le sent nous comme opérateurs parce qu'on n'a pas de visibilité, mais sur le consommateur, ça va se traduire dans les 2-3 prochains mois et ça va être une pénurie non plus de semi-conducteurs, mais de voitures. Aujourd'hui, Ibrahim, vous pouvez me confirmer, il y a plusieurs modèles qui ont disparu du marché ici en Tunisie et on ne sait même plus quoi répondre aux clients, quel délai. Et donc, c'est une perte sèche pour les constructeurs, pour les concessionnaires et une perte de positionnement. Et il y a de la demande, mais on ne peut pas subvenir. Donc, et les constructeurs qui vont avoir un problème de production vont perdre leur positionnement dans les marchés. Merci Simedi, merci pour tous ces chiffres qui sont vraiment alarmants et qui expliquent et qui illustrent bien la taille de la crise. Si Ahmed Azebi, justement, parce qu'on parle de quelques mois, mais finalement cette crise pourrait perdurer et durer peut-être quelques années. Justement, comment voyez-vous les conséquences de cette pénurie et de cette crise et sur la durée de cette crise par rapport justement à la compétitivité des entreprises? Alors, en fait, comme l'a dit Simedi, les semi-conducteurs, c'est un marché qui obéit à la loi de l'offre et la demande. Là, il y a énormément de demandes pour très peu d'offres.
Et du coup, les prix vont automatiquement augmenter parce que les constructeurs vont vendre au plus offrant. Et les appareils que nous voulons acheter vont automatiquement, donc c'est un effet boule de neige, vont augmenter de prix aussi. Dans l'industrie du digital, par exemple, on a déjà remarqué l'augmentation des prix des ordinateurs, des téléphones portables. Depuis 1 ou 2 mois, on a remarqué cette augmentation. Il y a des puces électroniques qui ont fait un bond de 2200% dans leur prix. J'ai remarqué ça en parcourant quelques sites internet. Donc, des puces qui étaient à $5, ils sont aujourd'hui à 110. Et du coup, c'est vraiment la folie partout. Pour les constructeurs automobiles, comme l'a dit Si Mahdi, donc c'est aussi tout ce qui est infotainment et tout qui va se trouver peut-être, voilà, ils vont peut-être revenir à des générations antérieures pour pouvoir produire. Il y a les banques aussi qui souffrent aujourd'hui. C'est un secteur où c'était peut-être imprévisible, mais les cartes bancaires, en 2022, ils vont subir une pénurie qui est prévisible. Donc tous les secteurs sont vraiment touchés par cette pénurie et les prix donc vont augmenter dans tous les secteurs, voilà, sans exception. Très bien. En tous les cas, donc on a maintenant la mesure du problème et du risque de pénurie, du manque de certains produits, voire effectivement compte tenu de ce déséquilibre entre l'offre et la demande, effectivement une augmentation des coûts et donc une augmentation des prix de produits à la consommation. D'ailleurs, effectivement, on a pu voir dans l'automobile que ces dernières années, c'était devenu un élément différenciateur. Ces puces, on a vu que la stratégie, notamment d'un constructeur comme Tesla, était essentiellement basée justement sur le fait que Tesla a décidé de faire ses propres micropuces. Et donc là, on revient à la problématique qu'a évoquée M. Bourgeot, c'est-à-dire avoir une chaîne totale de la conception à la fabrication ou alors dépendre de fabricants. Donc, toutes ces questions, je souhaiterais les aborder dans la troisième thématique, mais avant peut-être voir si nous avons des questions par rapport à la deuxième thématique. En fait, l'augmentation des prix des voitures est due principalement ou uniquement à la pénurie des puces. Alors peut-être pour cette question, je donne la parole à Simien Desmarchaux. Je n'ai pas bien entendu la question. L'impact Non, est-ce que la pénurie des puces est la seule cause pour l'augmentation des prix des voitures ? En fait, le prix de la voiture, il est composé du prix constructeur et le taux de change. Après, les droits de consommation, la TVA et tout ça. Et donc, aussi, il y a le taux de change qui est en train de changer. L'euro et le dollar par rapport au dinar. Le dinar, il continue à glisser comparé à la monnaie étrangère. Et donc, ces deux facteurs-là, oui, et donc, ils auront un impact, mais il y a des solutions. Après, donc, Sibrahim, quand il va nous donner la parole pour parler des solutions, il y a des solutions pour pallier à ça. Mais si la voiture, le prix de la voiture augmente chez le constructeur, bien entendu, il augmentera chez nous. Et aussi, il n'y a pas que les semi-conducteurs, il y a les pertes accumulées par le constructeur lors de la pandémie. Il va vouloir certainement récupérer, sinon c'est la faillite du constructeur quand il reste 2 à 3 mois sans produire des voitures, il va certainement répercuter. Donc il y a le coût des semi-conducteurs, mais il y a aussi le coût de la non-activité. Donc le chômage technique, et le prix, tout ça. Donc c'est compliqué tout ça et j'espère qu'il n'y aura pas une grande incidence sur nos prix ici en Tunisie.
À cela s'ajoute, si je puis me permettre, également les coûts de l'approvisionnement, les coûts de supply chain qui ont augmenté par le phénomène des difficultés logistiques, de transport, notamment entre l'Asie et l'Europe, mais pas uniquement. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'un autre intervenant souhaiterait compléter cette réponse ? Donc, ou sinon, on passe à d'autres questions éventuellement. C'est la seule question, Ibrahim. Très bien. Bon, bah écoutez, alors on a bien compris que cette pénurie avait provoqué effectivement des réactions très fortes, aussi bien en Europe, aux États-Unis, également en Corée, hein, qui a compris également les enjeux de ces semi-conducteurs dans les différents secteurs d'activité qu'on a évoqués tout à l'heure. Comme l'a dit Siddharth, on a vu que ça allait bientôt toucher d'autres secteurs, comme le secteur bancaire, notamment un risque de pénurie de cartes bancaires. Donc finalement, nous vivons dans un monde où les puces deviennent omniprésentes. On n'a pas parlé de domotique, mais c'est la même chose également. Donc voilà, je dirais que on a compris également que cette crise risquait de durer. Donc quelles sont les recommandations ou les actions que vous pouvez suggérer pour surmonter cette pénurie des semi-conducteurs, mais surtout peut-être surmonter cette dépendance très forte de certains pays producteurs et effectivement au-delà de la nécessité, comme vous l'avez déjà évoqué, peut-être de reconsidérer la question des compétences, mais également les investissements lourds nécessaires pour cette industrie. Voilà, je redonne la parole à nos intervenants et je donne tout de suite la parole à Monsieur Ahmed Azebi pour démarrer cette troisième thématique. Il nous reste une quinzaine de minutes pour un peu vous laisser la parole à chacun d'entre vous et nous donner vos principales recommandations. D'accord, donc je vais essayer de faire rapidement. Donc les solutions pour cette crise, on a vu des pays entiers réagir. Donc Joe Biden a mis sur la table 50 milliards de dollars pour les constructeurs américains pour faire leurs propres usines et pour commencer à produire des semi-conducteurs de haut niveau, dont 20 milliards de dollars qui seront mis à disposition de Intel. L'Europe aussi a mis, je pense, un peu plus de 140 milliards d'euros pour un plan pour arriver à 20% de la production mondiale d'ici 2030. Donc, c'est des pays et des continents entiers qui sont en train d'essayer de trouver des solutions pour cette crise de semi-conducteurs. Nous, en Tunisie, je trouve qu'on est en train juste de subir un peu les conséquences. Je vois pas de plan actuellement qui est mis en place pour pallier à cette pénurie ou au moins pour s'approvisionner directement chez les constructeurs. Je ne sais pas si vous avez des solutions ou des recommandations pour la Tunisie. On va donner la parole à Monsieur Kamel Besbès. Oui, merci. Au fait, dans chaque crise, il y a des opportunités, évidemment. Et en tant que chercheur, je vais parler des opportunités à moyen terme. Tout d'abord, il y a les semi-conducteurs alternatifs à base de polymères, mais aussi à base de graphène. Dans le programme européen Horizon Europe, qui a démarré cette année, c'est-à-dire c'est un grand programme de recherche d'environ 100 milliards d'euros pour 7 ans. Il y a le graphène flagship qui consiste à développer des activités de recherche sur ce matériau-là, qui peut offrir beaucoup de particularités, de caractéristiques qui peuvent améliorer ou apporter des solutions
de nouvelles solutions par rapport aux semi-conducteurs et par rapport aux dispositifs électroniques. L'autre opportunité pour la Tunisie, par exemple, c'est que nous sommes un pays voisin de l'Europe et je pense que pour nos entrepreneurs, s'ils réfléchissent un peu comment avoir une partie de ces investissements-là dans la microélectronique en Tunisie, parce que comme je vous l'ai dit, la microélectronique, c'est plusieurs métiers à la fois, donc du matériau jusqu'à packaging, jusqu'au test, etc. Si on peut aussi là travailler les entrepreneurs, et nous sommes devant là dans un espace où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent apporter donc leur contribution et ramener des investissements pour la Tunisie. En tant qu'universitaires aussi, nous devons faire beaucoup d'efforts pour former de nouvelles compétences, parce qu'un peu les universités européennes et aussi tunisiennes ont un peu délaissé tout ce qui est formation sur le hardware, sur la microélectronique, sur la physique appliquée, parce que c'est de la physique appliquée, et donc remettre ces formations-là sur le pipe de la formation d'ingénierie ou de la recherche, pour justement préparer des compétences pour ces nouveaux domaines ou ce renouvellement de l'industrie électronique en Europe, puisque la Tunisie, comme je vous ai dit, est essentiellement, comme l'a dit Sid Ahmed, essentiellement un pays voisin de l'Europe. Et ce que subit l'Europe, nous allons aussi le subir. Et si on arrive à contribuer aussi quelque part, avec nos moyens, à améliorer la situation, ça serait bienvenu. Voilà ma contribution dans ce cadre-là. Merci Sikamel. Je donne la parole à M. Mehdi Marjoub, qui a peut-être effectivement par rapport au risque d'augmentation des prix et autres, peut-être des propositions ou des solutions pour l'avenir. Merci Sébastien. Donc, je pense qu'il y a des solutions à court terme et à long terme. Je vais commencer par le long terme. Il est évident, Sid Ahmed il a bien parlé, donc il y a plusieurs pays qui sont en train ne sont pas en train, ils ont pris la décision de prendre leur indépendance et d'investir dans des usines propres à eux et pour ne pas dépendre justement des pays et des usines qui sont en sous-capacité aujourd'hui par rapport à la demande. Donc les chiffres avancés sont à peu près ceux que j'ai préparés. Une usine de semi-conducteurs coûterait dans les 30 milliards de dollars. Donc ça c'est une solution, je pense que c'est à moyen terme. Immédiatement, donc il faut, je pense, anticiper. Comme on avait dit au début du débat, les usines ne stockaient pas ces pièces, c'était au fil de l'eau. Aujourd'hui, je pense qu'il faut stocker ces semi-conducteurs ou bien les pièces composées de semi-conducteurs pour ne pas tomber en rupture de stock. Et l'autre solution, c'est d'éliminer quelques options, suspendre, pas éliminer, suspendre quelques options pour limiter le nombre de composants électroniques, repenser même, et c'est pas uniquement à l'automobile, même au niveau des ordinateurs ou bien des téléphones, repenser les modèles, revenir un peu vers l'arrière, vers des voitures, vers des éléments ou bien des composants qui moins consommatrices de semi-conducteurs pour justement ne pas alourdir la facture aux consommateurs et ne pas être en rupture en continu des semi-conducteurs. Donc être un peu avare sur les options, sur la nouvelle technologie et ralentir justement cette croissance rapide qui nous compte tous. Merci Simadi. Donc je donne la parole maintenant à Monsieur Rémi Bourgeot pour qu'il nous donne son avis sur les éventuelles opportunités qu'on peut envisager suite à cette crise.
Oui, avant d'évoquer ces projets de long terme, qu'on a déjà évoqué, justement, je pense que ce que me vient de dire Monsieur Mahchoub est très important sur une utilisation, disons, plus économique des semi-conducteurs. Et en fait, j'ai tendance à penser que ça va pas forcément avec un retour en arrière. Alors, c'est juste une comparaison, mais ce qu'on avait vu par exemple dans l'industrie des téléphones mobiles depuis 10-15 ans, c'était, disons, il y a 10 ans, la technologie était très limitée et c'est ce qui a amené, du fait de la miniaturisation qui était requise, on utilisait des technologies beaucoup plus simples en fait, et ce qui avait mis en avant notamment les architectures ARM pour le mobile, et sur le plan du logiciel Android, disons un environnement plus lié à Linux. Et donc là, ça ne s'applique pas directement à l'automobile, mais on peut avoir aussi une utilisation plus économe, plus soucieuse des ressources, des ressources de production, tout en innovant sur le plan technologique. Donc ça n'est pas évident, mais je pense que on avait déjà eu une pénurie il y a une dizaine d'années de semi-conducteurs, donc on n'a pas tiré les leçons. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est d'une telle ampleur que toutes les industries qui en sont très dépendantes, et en fait c'est tout le monde aujourd'hui, toutes ces industries vont quand même avoir une utilisation différente, donc c'est difficile à prévoir exactement, mais je ne pense pas que les liens seront exactement les mêmes dans 5 ans entre l'automobile et les semi-conducteurs qu'ils sont aujourd'hui. Donc évidemment, il y a des aspects de retour en arrière, utiliser un compteur de vitesse à aiguille et tout ça, ça c'est des aspects je pense à court terme, c'est effectivement important, et c'est au-delà du caractère anecdotique, mais je pense que vraiment il y a tout un environnement technologique qui accompagne la pénurie et toutes ces contraintes-là. Ensuite, évidemment, il y a ces projets de long terme maintenant qu'on a évoqués, ces grandes zones qui investissent massivement. Là, c'est à un horizon quand même de plusieurs années, voire de 10 ans. Dans le cas du plan européen, c'est 2030, et comme je le disais avant, il y a non seulement la question de la production, mais de l'intégration avec la conception. Donc ensuite, c'est compliqué aussi parce que on ne produit pas pour toutes les applications, évidemment, de la même façon, une puce pour téléphone mobile et une puce pour automobile, et on ne change pas de production d'un jour à l'autre. Mais la tendance est vraiment à penser conception et production de façon intégrée. Ensuite, il y a toutes sortes d'évolutions de court terme. Ce qui est vraiment marquant aujourd'hui, c'est ce chaos, effectivement, qu'ont évoqué tous les intervenants. On voit des stratégies un peu désespérées qui consistent par exemple à faire des doubles commandes, des triples commandes, et aussi à essayer de créer le plus de stock possible. Mais ça, les grands constructeurs ont développé aussi des méthodes pour détecter les multiples commandes, ou des commandes qui sont moins urgentes. Donc je pense vraiment on va avoir à la fois ces grands projets visant à une plus grande souveraineté ou à une plus grande autonomie en tout cas, et dans le même temps une utilisation plus parcimonieuse, plus économe des semi-conducteurs, alors même qu'ils vont quand même être omniprésents, par exemple dans l'automobile. Très bien, merci. Excusez-moi parce que j'ai un problème de téléphone. Donc je propose de terminer en posant à nos participants des questions, s'ils ont des questions éventuellement, avant de conclure. Donc je redonne la parole peut-être à Fatma qui a peut-être des questions à nous soumettre de la part des participants. Oui, on a une question. Donc, quels sont les besoins de l'industrie tunisienne pour saisir les opportunités évoquées par vous? Très bien. Je propose de donner la parole à Sikamel, peut-être, pour cette question. Je n'ai pas bien entendu la question, Fatma, s'il vous plaît. Oui, donc les besoins de l'industrie tunisienne pour saisir les opportunités.
Les besoins, peut-être, c'est les industriels qui peuvent mieux que moi les citer. Tout d'abord, les opportunités de coopération avec des nouveaux marchés, le financement, évidemment, les compétences et l'encouragement de l'État, ce qui est nécessaire. La rencontre entre Macron et le PDG d'Intel, c'est pour que Intel puisse trouver des subventions de l'État français pour que Intel puisse s'installer en France. Donc, c'est toute une dynamique que tout le monde doit faire pour justement saisir ces opportunités. Il faut les mettre dans la ligne de mire des politiques et mettre les moyens pour y arriver. Au-delà du point que vous avez évoqué, qui est très important, qui sont les compétences, nécessaires justement pour pouvoir saisir ces éventuelles opportunités. Et là, effectivement, peut-être que c'est un sujet à part entière sur comment justement repenser nos formations et les filières pour l'avenir, notamment comme vous l'évoquiez tout à l'heure, en revenant vers justement tout ce qui concerne ces nouvelles technologies, nanotechnologies, microélectroniques. Et voilà, je pense que c'est également important. Si vous permettez, Ibrahim, je fais, suite à votre intervention, justement, nous, au Centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie au Technopole de Sousse, nous sommes en train d'installer des plateformes technologiques, d'une salle blanche, la première en Tunisie pour la microélectronique et la nanotechnologie, des équipements de test de la dimension d'un nano, et justement pour en même temps mener des projets de recherche là-dedans, mais aussi pour les ouvrir aux universités, pour former des ingénieurs sur des équipements comme cela. Parce que si un industriel veut s'installer en Tunisie et ne trouve pas des ingénieurs formés à ces technologies, il ne viendra pas. Donc, effectivement, c'est le conjoncture de plusieurs efforts qui va permettre de réussir ce passage-là si la volonté se présente bien. Merci, Si Kamel. Peut-être, Si Ahmed, vous avez peut-être un complément à apporter à cette question. Je trouve que nous avons beaucoup de start-up qui travaillent sur l'IoT, tout ce qui est Internet des objets, et qui sont très très demandeurs de ce genre de semi-conducteurs, de puces électroniques. Ces gens-là, donc, je pense que aujourd'hui, ils galèrent un peu et ils essayent de s'en sortir pour trouver ce genre de composants. Et aussi pour trouver les compétences. Les compétences aujourd'hui deviennent rares. On a une fuite de cerveau c'est une hémorragie de fuite de cerveau en Tunisie. Et voilà, c'est des sujets où il faut des webinaires à part pour chacun d'eux pour pouvoir en discuter, pour pouvoir réfléchir à des solutions à ça. Très bien. Si Mehdi, à votre tour, est-ce que vous avez des éléments par rapport à cette question? Honnêtement, peut-être il faut saisir l'opportunité pour ramener un petit peu d'investissement par rapport à ça, et peut-être chacun de nous dans la chambre, ce sera un autre sujet, peut-être Ibrahim, pendant nos réunions avec nos confrères, c'est de capter les investisseurs ici en Tunisie, vu la proximité avec l'Europe et avec les usines. Et donc, c'est une occasion de les faire venir ici. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Fatma? Oui, en fait, quels sont les fournisseurs de semi-conducteurs à surveiller dans les années à venir? C'est-à-dire qui seront les grands acteurs du nouveau marché de semi-conducteurs? Alors peut-être que M. Bourgeot souhaiterait éventuellement répondre à cette question. On évoquait c'est une question très importante, mais on évoquait les délais de développement extrêmement longs. Donc, en général, quand on parle de délais de développement extrêmement longs, d'investissements tout aussi lourds,
ça veut dire que les acteurs ne changent pas non plus énormément ou radicalement en quelques années. Donc, sur le plan des grands acteurs, des grandes entreprises, là, par exemple, on parlait de l'émergence de TSMC, c'est un phénomène qui d'un coup, devient vraiment, évidemment, c'est une énorme entreprise qui est extrêmement importante, mais qui attirait moins l'attention il y a quelques années, alors que c'est un développement qui a pris lieu sur des décennies avec des programmes de développement qui étaient visionnaires à l'époque, dans les années 70, une volonté très forte de se positionner dans le secteur la microélectronique dans ce pays-là. Donc je pense que les acteurs vont, je pense, rester à peu près les mêmes. Bon, c'est d'ailleurs la difficulté pour l'Europe. Est-ce que on va, je parlais de la tiédeur, de la réception, de la réaction au plan européen, justement par les acteurs européens. D'autres intervenants parlaient d'un certain enthousiasme d'Intel, de la visite du patron d'Intel en France, notamment. Donc c'était un peu ça le paradoxe. Donc on a ces grands acteurs mondiaux. En Europe, on n'a pas de grands acteurs mondiaux à l'heure actuelle. On a des entreprises qui sont très compétentes dans leur secteur, en particulier dans les applications pour l'automobile. Et là, je reviens encore peut-être à cette idée fixe de l'intégration entre conception et production. Mais vraiment, l'enjeu, c'est comment arriver sur cette base-là, sans avoir de grands acteurs mondiaux, justement à se positionner sur dans la course, la miniaturisation. Donc ça, c'est une question, je pense, qui est ouverte aujourd'hui. J'ai tendance à penser qu'on va pas voir de nouveaux grands acteurs, par exemple européens, émerger, qu'on va avoir quelque chose d'intermédiaire, une sorte de compromis qui va émerger pour conserver en Europe, par exemple, cette forte concentration sur la question de l'intégration entre la microélectronique, les semi-conducteurs et l'automobile, tout en allant quand même en se repositionnant plus dans l'innovation et en développant davantage les compétences liées au secteur électronique. Très bien. D'autres intervenants souhaiteraient compléter la réponse à cette question ? Oui, si possible, mais c'est juste pour noter qu'il n'y a pas de fournisseur qui se spécialise dans les puces pour automobiles, par exemple. Il y a très peu ou pas du tout de fournisseurs qui sont spécialisés dans ce domaine. Donc, si un jour vous trouvez un fournisseur qui fait une fonderie qui se spécialise dans des puces destinées au secteur automobile, vous pouvez le surveiller parce que lui, il va avoir une part de marché qui n'est pas petite. Très bien. Donc, je donne la parole à Fatma. Oui. S'il y a d'autres questions avant de conclure? Non, c'est bon. Il n'y a plus de questions. Très bien. Donc, alors, en tous les cas, je pense que je souhaite en tous les cas d'abord remercier nos intervenants qui nous ont vraiment éclairé sur l'importance de cette crise. Peut-être que c'est une question qui paraissait peu évidente aux premiers abords, à part pour les spécialistes, et surtout l'importance de cette pénurie et de ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Et on a vu que cette crise donc touchait, comme je l'évoquais tout à l'heure, aussi bien des questions géopolitiques, des questions géostratégiques de dépendance entre telle ou telle région. On a peut-être que cette crise a été renforcée par des politiques protectionnistes de certains États, sans les évoquer, et donc effectivement la nécessité de coopérer entre les différents États, vu la taille des investissements, en tous les cas pour ce qui concerne la région, notre région avec l'Europe, puisqu'on dépend beaucoup de cette région, mais également peut-être aussi avec d'autres opportunités, avec l'Asie notamment. Et je dirais parce que il semblerait que quand même si à court terme on ira vers des solutions de simplification, de moins de complexité pour pouvoir faire face à cette pénurie, néanmoins les perspectives, c'est que
en tous les cas du moins dans le secteur de l'automobile, l'électronique représentera plus de la moitié du prix total des voitures d'ici 2030. Le schéma que nous a montré M. Ahmed Azebi était vraiment évocateur du nombre de puces dans une voiture. D'ailleurs, avant, on chiffrait le prix d'une voiture sur son poids en acier. Aujourd'hui, c'est plutôt son poids en semi-conducteur, voilà, son nombre de semi-conducteurs. Donc, effectivement, les enjeux quand même sont conséquents et on a vu que cette crise pouvait durer. Donc, nous espérons que, par contre, un pays comme la Tunisie, dans lequel le secteur de l'automobile, aussi bien au niveau industriel que, je dirais, pour la mobilité des Tunisiens est très important. Ce secteur, pour qu'il garde sa vitalité et son importance en termes de contribution à l'économie nationale, puisse effectivement saisir ces opportunités à travers ces nouvelles tendances fortes du développement des industries, de l'industrie automobile, mais comme on l'a vu, pas uniquement de l'industrie automobile, d'autres secteurs comme on l'a évoqué, l'électronique de manière générale, la téléphonie également. Donc voilà, je vous remercie pour vos interventions. Je remercie tout particulièrement M. Rémi Bourgeot, M. Ahmed Azebi, M. Kamel Besbes et M. Merdi Mahjou. Et je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer encore longtemps ce sujet, en espérant que des solutions seront trouvées à court terme. Merci à tous. Merci à Fatma pour m'avoir aidé à modérer ce panel. Et je vous dis, voilà, merci à nos participants et nos participantes. Et j'espère à très bientôt. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt, Inch'Allah. Merci.